Une reconquête amoureuse, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Est-ce que je vais tenir la distance? Vraie grosse question, vrai gros débat. Vidéo un peu longue, spoiler, je préviens, mais comme ça vous le savez, je vous laisse aller faire chauffer les pop-corn, vous servir un verre, et en attendant, moi je lance le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com, ravi de vous retrouver. À l'intérieur, faudra m'excuser, moins 24 dehors, ça va être compliqué. Surtout que j'ai prévu un sujet qui risque un petit peu de s'étaler en longueur. Donc désolé pour les gens qui trouvent que je suis un petit peu trop bavard. Mais ça me paraissait important aujourd'hui de discuter un point qui forcément nous vient à l'esprit au moment de réfléchir sur sa rupture amoureuse et donc sur sa reconquête amoureuse. À savoir finalement, est-ce que ce serait pas un petit peu dangereux pour moi d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de mes émotions? Est-ce que je vais tenir la route? Est-ce que je suis pas dans un faux espoir? Est-ce que je vais pas finir par me planter? Est-ce que ça va pas me détruire encore plus? Tout ce flot d'interrogations au moment de vivre quelque chose qui est traumatique est tout à fait normal. Dans un monde où le bonheur est l'objectif réel de vie de l'être humain et où en plus la méfiance est une valeur qui se doit d'être de mise. Il faut qu'on fasse attention à qui on fait confiance, à ce qu'on fait, à ce qu'on communique, etc. etc. Ben, c'est tout à fait normal que le bien fondé et l'impact des processus de la reconquête amoureuse soient remis en question. Puis bon, il y a aussi la valeur du travail que je fournis, à savoir est-ce que je ne suis pas en train de m'appuyer sur des gens qui sont en détresse pour m'enrichir et me payer le dernier hélicoptère qui vient de sortir de chez, je sais pas, je connais pas les marques d'hélicoptères, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Et le but, c'est pas de me défendre, c'est de parler justement de cette idée-là, de cette potentielle dangerosité et de la façon dont personnellement j'aborde les choses, que tout soit clair et qu'on puisse travailler réellement. Donc cette vidéo, elle sera séparée en trois parties différentes. Et la première, c'est l'attestation, le constat que le danger finalement, il est toujours présent dans une situation cataclysmique. Pourquoi? Parce que finalement, la rupture amoureuse, déjà, on le sait, c'est un traumatisme absolu, peut-être même l'une des pires situations qu'il nous est donné d'affronter. Et je pense d'ailleurs que le vocabulaire employé tout autour de ce cataclysme reflète bien l'importance de ce dernier. On parle de perte, on parle de deuil, on parle de tristesse, on parle de douleur. Personnellement, dans beaucoup de mes contenus, j'utilise des images qui sont extrêmement violentes. Finalement, quand on en parle, je sais qu'une vidéo qui avait fait pas mal écho, c'était la guerre des tranchées. Aujourd'hui, c'est juste, comment dire, 2-3 mots qui s'enchaînent et qui rappellent quelque chose vaguement au loin d'historique. Si on se penche un petit peu sur la réalité du terrain, on sait que c'était une période absolument ignoble, absolument atroce, absolument dévastatrice. Si on rajoute à ça l'idée de croisade, le marathon, etc., et toujours et encore cette idée de linéarité à travers des situations qui font naître de la souffrance, bien évidemment que le critère de dangerosité est présent pour moi de manière psychologique au niveau des efforts à fournir et puis au niveau du fait que l'objectif reste obscur. On ne sait pas et il n'y a pas d'assurance de résultat dans une reconquête amoureuse. Pourquoi? Parce qu'on parle d'humain, parce qu'on parle de psychologie et parce qu'il n'est pas ni question, ni je pense possible, ou sinon moi je sais pas faire, de manipuler quelqu'un, de le forcer à créer de l'amour, à nous voir avec des yeux différents et à s'abandonner au fait de vivre une vie tous les deux. Donc forcément, à partir de là, bien évidemment, il y a énormément d'incertitudes qui sont présentes et puis il faut aussi rajouter le critère qui rend la douleur encore plus présente, c'est la minimisation de l'espace relationnel et du ressenti qu'on accorde à quelqu'un qui ne nous aime plus de par notre environnement, notre environnement qui nous veut du bien, mais qui est là pour nous rappeler que
ouais bon c'est qu'un chagrin d'amour, tu trouveras quelqu'un d'autre, etc., etc. Les phrases que vous entendez absolument au quotidien dans votre environnement. Dans ces conditions, on va quand même, parce que c'est ça dont il s'agit dans la reconquête amoureuse, certes créer une communication, du mouvement, une amélioration globale du relationnel avec la personne qu'on a face à nous, mais on va aussi lutter contre des préjugés, contre des images, contre des jugements, contre des visions qui rabaissent notre capacité d'adaptation, notre intelligence relationnelle et tout ce qui ferait de nous un bon être humain. On se retrouve tout de suite marginalisé, on est déconnecté selon beaucoup de ce qu'est véritablement l'amour. J'ai encore eu, je sais pas, hier je crois un commentaire qui me disait non, moi je pense vraiment que le silence radio est la méthodologie à appliquer parce que bien si la personne m'aime toujours, elle reviendra vers moi. Donc on voit que cette incompréhension de ce qu'est une reconquête amoureuse et de ce que signifie la rupture pour la personne qui nous quitte est encore extrêmement présente. Alors c'est pas un jugement et c'est pas une attaque ou que sais-je, c'est juste la réalité dans laquelle on va évoluer. Quand on évolue justement face ou dans une situation qui de base est une situation d'échec, bien évidemment, là encore, je le souligne que le danger est présent. Si on veut reprendre des images guerroyantes, une bataille qui serait perdue, quand il faut reformer les rangs et potentiellement s'attendre à ce que l'équipe, l'armée gagnante continue de nous chasser, ou si nous, on est envoyé par notre général retourner au front, on se doute que si déjà, pardon du vocabulaire, mais on s'est mangé une branlée dans la première manche, il y a des chances que le traumatisme soit toujours présent et qu'on ne soit pas aussi naturel, actif, réactif qu'on l'a été dans la première justement partie de cette bataille. Et puis les forces en présence sont quand même vachement diminuées, donc il y a des chances qu'on se reprenne une deuxième branlée sur le tas, et ça forcément intellectuellement c'est pas facile c'est pas facile à accepter, c'est pas facile de retrouver la motivation, même si on le sait, c'est quand on est au pied du mur qu'on va pouvoir déployer des richesses, des ressources qu'on ne pensait pas présentes en nous. Il y a quand même cette idée que on est dans une situation qui, relationnellement, d'un point de vue du couple, est catastrophique, parce que plus que la rupture, tu peux pas, je veux dire, voilà, c'est matériellement la fin du fin, quoi. Donc une fois que tu es dans cette situation, se dire que je vais retourner, non pas dans le conflit, mais affronter le regard des autres et affronter aussi la personne que j'ai face à moi, alors non pas d'un point de vue intellectuel vis-à-vis d'un conflit, mais essayer de recréer quelque chose avec, bien évidemment qu'il y a ce risque de s'enfoncer encore plus et de se bercer d'illusions. Alors bien évidemment, il y a des facteurs qui vont adoucir ce risque et même le transformer en énergie, notamment l'idée principale qui est de ne pas forcément faire n'importe quoi quand je repars entre guillemets au combat, mais ça il faut déjà accepter le fait que oui, je peux ingurgiter une forme de savoir, de connaissance, de compréhension pour être mieux armé et réagir loin des instincts et des réactions un petit peu traditionnelles qu'on pourrait avoir quand on fait, j'ai envie de dire n'importe quoi, mais quand on réagit de manière humaine et sans véritable réflexion au moment de la rupture où juste on se dit tiens, moi je veux récupérer mon ex, et là on y va, des erreurs qu'on enchaîne. L'idée donc c'est que bien évidemment le danger existe et qu'il y a une nécessité de diagnostic personnel. Très humainement, je base mes contenus sur quoi? Comme plein de gens dans leurs réflexions, sur ce que je fais dans mon travail et tous les cas, les histoires que j'ai pu voir, et puis aussi sur ma personnalité, le fait que, et c'est pas, je suis pas en train de m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, depuis tout petit, et chacun c'est comment dire, ses problèmes et ses terrains d'évolution et les obstacles qu'on a dû affronter. Mais depuis tout petit, j'ai l'image de moi-même de quelqu'un qui se bat, voilà, qui n'abandonne jamais, qui se relève, et c'est quelque chose que je multiplie dans tous les domaines de ma vie. Mon entreprise, elle est partie de rien. Quand je fais du sport, je suis celui qui va chercher la balle même si elle est loin et même si, putain, ça fait chier et ça va me faire mal, et voilà, quelqu'un qui a la niaque. Je comprends absolument et tout à fait que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et que certaines personnes vont se dire non, moi ces efforts-là me coûtent trop, me demandent trop, etc., etc. C'est là que l'idée de diagnostic personnel
personnelle est présente, bien évidemment, ça n'empêche pas l'idée de se dire que la possibilité de se battre est en chacun de nous. Après, encore une fois, les obstacles sont différents et si effectivement on est extrêmement fragile psychologiquement, si on n'arrive plus à rien et qu'on sait que l'idée même de retourner au feu crée une forme d'aversion chez nous et qu'on n'a plus du tout d'énergie et que même la potentialité de communication, de revoir l'autre ne crée pas de stimuli qui soient positifs. Je comprends tout à fait qu'on puisse voir plus de dangers que de potentiels bénéfices dans la reconquête amoureuse. Encore une fois, la responsabilité vous revient. On a des conseils, des idées, des armes. Maintenant, le soldat, ça reste la personne qui part au feu et c'est elle qui prend les risques en plus. Donc, il est bien évidemment qu'elle doit analyser sa propre situation, sa propre capacité, sa propre force, sa propre énergie avant de sauter de l'avion. La deuxième idée que je voulais vous partager, c'est que finalement, et ça c'est un principe un peu universel, c'est que face à l'adversité, on a deux solutions. Et ces deux solutions, elles vont forcément entraîner des conséquences qui sont différentes. La première, c'est l'abandon, le retrait, l'idée de passer à autre chose, l'idée que ce projet ne fonctionne pas, que ce soit la reconquête amoureuse ou quelque chose de complètement différent. Du coup, je le laisse en suspens ou même je ferme le bouquin et je passe complètement à autre chose. Dans l'idée d'une rupture, et il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix, et encore une fois, j'essaye pas de juger. Évidemment, je suis influencé un petit peu par mon travail et je sais où personnellement moi je pencherais et j'aide les personnes qui penchent plutôt d'un côté que de l'autre, on est bien d'accord, mais malgré tout, objectivement, ce choix reste présent. Si on abandonne, bon, la douleur est présente, elle sera sans doute moins, comment dire, moins stimulée par de potentielles actions que vous pourriez faire et qui seraient de nouveaux échecs. Évidemment, hein, si on n'essaye pas de communiquer, on ne sera pas déçu de ne pas avoir de réponse. Si on n'essaye pas de créer du mouvement, on ne sera pas déçu de ne pas revoir l'autre, etc., etc. Là, la logique, jusque-là, à mon avis, elle est excessivement cartésienne. Ça entraîne un certain degré de fatalisme, hein, cette idée que bon, bah, c'est comme ça, et puis c'est tout. S'il doit se passer quelque chose, la responsabilité du contact, du mouvement et finalement d'une potentielle reconquête amoureuse repose sur l'autre. Ce qui, en termes relationnels, ne fait pas sens, hein, parce que c'est quand même très rare que quelqu'un qui vous dit « je ne t'aime plus, je te quitte, je m'en vais, ça ne fonctionne plus », revienne tout seul en vous disant « j'ai fait l'erreur de ma vie ». Ça peut arriver, tout peut arriver en matière de relationnel, mais ça revient quand même à gagner au loto. Maintenant, ouais, il y a peut-être, je sais pas combien il y a de gagnants à l'euro-million par an. Il y en a quelques-uns, je compte pas parmi ceux-là, bon en même temps je joue pas. Donc comme ça, c'est réglé. Donc il y a ce fatalisme vis-à-vis de l'euro-million, il y a cette idée effectivement que derrière l'abandon, il y a une forme de protection, je n'y arriverai pas, c'est trop dur, ça me fait trop mal. Je préfère me dire que pendant une période donnée, eh bien je vais morfler, je vais souffrir, mais au moins après, j'aurai d'autres, entre guillemets, chats à fouetter. L'autre choix, bah, c'est évidemment celui de prendre les armes et de se battre. Et j'utilise volontairement un vocabulaire, une didactique assez difficile, non pas parce qu'on veut voir notre ex comme un ou une ennemie, mais pour souligner, oui, c'est difficile, oui, on va souffrir. Et d'ailleurs, dans l'idée de se battre, bah, y a une plus grande difficulté que d'abandonner, hein, bien sûr, parce que on relève de nouveaux défis avec une force qui est moindre, vu qu'on vit une rupture amoureuse, ce fameux traumatisme. Il y a une incertitude qui est présente, mais comme dans tous les défis de notre vie, finalement, hein, quand on se lance dans nos études, on ne sait pas si on va avoir notre diplôme. Et même si on fait Bac plus 3, 4, 12, le jour où tu rentres dans ta salle d'examen, tu peux quand même le foirer, l'examen. Donc l'idée de l'incertitude, bah, c'est l'idée de l'évolution humaine, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose de plus dur, dans quelque chose d'incertain, dans quelque chose sans doute de plus long, puisqu'il faut normaliser un nouveau type de rapport avec une personne qui a connu déjà deux types de relationnel avec nous. Celui où tout fonctionnait bien, celui où rien ne fonctionnait et où on a tout arrêté. Et là, on crée une troisième situation où nous, on se relève et on crée du contraste vis-à-vis de, au moins, la dernière situation où on retravaille ce relationnel-là. Donc forcément, il y a une question d'habitude, il y a une question de temps, il y a une question de simplification du rapport qui se fait à travers la linéarité. Donc oui, quelque part, c'est sans doute plus long.
Et c'est sans doute plus dangereux, puisque pendant toute cette période, on entretient l'espoir. L'espoir qu'il y ait un déclic, l'espoir qu'il se passe quelque chose, l'espoir que l'autre voit, l'espoir... Bref, que quelque chose, que le résultat matériel puisse enfin arriver, tout en sachant que dans ce genre de situation, l'incertitude est présente. Donc là encore, on sait que ce sont les deux choix qui nous sont réservés face à une rupture et face d'ailleurs à n'importe quelle situation problématique. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix. Encore une fois, se baser sur ce que je ressens vraiment me paraît intéressant, me paraît important. Et puis, entre les deux idées, il y a aussi ce processus d'affinage, de se dire que 5 minutes après la rupture amoureuse, évidemment que le réflexe matériel, c'est de se dire non, reviens. Hein. Donc il y a aussi une habitude à la vie seule, c'est pour ça que les idées de switch, de satellisation, etc. Sont quand même très importantes. Et d'ailleurs, on les laisse souvent de côté quand on tape sur les gens comme moi, où on se dit oui, mais tu forces à entretenir quelque chose. Il y a quand même cette idée que le gros logo sur mon site, c'est quand même marqué la reconquête de soi, tu vois, c'est l'objectif primordial. Donc il y a quand même cette idée qu'effectivement, il va y avoir tout un travail qui va être présent, et qui, moi, se base sur une logique très simple, peut-être discutable, et je pense d'ailleurs de plus en plus discutable dans notre société actuelle, c'est que je suis un peu un fan de la méritocratie. Je me dis que sans effort, on a rarement les résultats escomptés. Alors vous allez me dire, oui, mais effectivement, aujourd'hui, il suffit de lancer sa caméra, de vendre 2 produits de beauté, de se faire des injections dans le pif et dans les pommettes, de mettre un string, et hop, c'est bon, tu peux gagner des millions et aller habiter au Qatar. Et c'est pas forcément des gens qui ont eu une culture et un niveau intellectuel qui font exploser le plafond. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que j'apprécie pas du tout toute cette culture de l'influenceur, etc. qui, pour moi, c'est des gens qui font pas fait le boulot et qui n'ont pas en plus les capacités à être à des postes à responsabilité et qui ont trop de lumière. C'est comme ça que la société évolue. Maintenant, dans le domaine relationnel, le juge, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est la personne que vous avez face à vous, et je pense qu'il y a des chances que justement vos capacités relationnelles, vos capacités réactionnelles également, soient plutôt pas mal analysées. En tout cas, ça nous permet de passer à la 3e partie. Je vous avais dit que ce serait un petit peu long, je me doute que certains ont déjà décroché, mais c'est un questionnement que je me pose à moi-même et que je vous pose à vous, c'est finalement l'espoir. Est-ce que c'est si mauvais que ça? Bien sûr que, encore une fois, quand on regarde ce genre de contenu, ce qu'on veut voir ou ce qu'on entend entre les lignes, parce que on est dans une situation de détresse, c'est un petit peu la promesse de résultat. Hein. Si vous regardez tous mes contenus, je ne sais plus combien il y a de vidéos, peut-être 500, quelque chose comme ça, elle n'existe pas, elle est totalement absente, cette promesse. Hein. Il y a jamais, vous m'entendrez jamais dire « fais ça » et il ou elle revient. Non, parce que c'est tellement plus complexe que cela. Maintenant, la réalité, c'est que dans des situations qui paraissaient complètement perdues, on a réussi à créer quelque chose, à créer cet univers où on se retrouve, et puis aussi dans des situations où ça semblait se faire tout seul, et tout a explosé. Donc encore une fois, le principe d'incertitude est présent. Mais il y a malgré tout 3 choses que moi je voulais mettre en relief quand on me dit « ouais, mais tu t'appuies sur la tristesse des gens pour faire du pognon, nanani, nanana ». Déjà, la première idée, c'est que la plupart du temps, quand on se base là-dessus, on est dans une vision, je ne sais pas si elle est court-termiste, mais on est uniquement dans une vision d'objectif. On se dit, voilà, tu vends cette promesse de reconquête, ce qui n'est pas vrai, en fait, voilà, je la vends absolument pas, d'ailleurs elle est absente, mais il y a cette idée que on a en tout cas, quand on vient de voir ou quand on lance une reconquête amoureuse, cette volonté d'objectif matériel, notre tristesse, notre douleur, c'est ça qui nous motive à écouter ce qu'on nous dit, etc. Mais l'idée, pour moi, c'est que la plupart des gens qui viennent me voir, bien évidemment que leur objectif primaire est nécessaire dans leurs yeux et dans leur état d'esprit, c'est cette reconquête amoureuse. Le truc, c'est que moi, je me vois comme quelqu'un qui vous prend par la main et qui vous emmène faire un voyage vers cette destination. Et très sincèrement, je ne sais pas où elle est. Voilà, je connais le chemin, mais je ne sais pas la distance qui nous en sépare, surtout si je ne connais pas en détail votre histoire. Et puis même, c'est toujours très difficile à analyser, puisqu'il y a une personne en plus dans cette interaction que je ne connais pas.
Donc il y a forcément cette idée que ce voyage-là va nous apprendre énormément. Et je ne compte pas le nombre de personnes qui sont toujours en reconquête amoureuse, mais dont l'état d'esprit, dont la manière de communiquer, la manière, j'ai juste envie de dire, de voir le monde, hein, tout simplement. Et c'est pas grâce à moi, hein, c'est eux qui ont fait le travail, mais a complètement évolué et sont extrêmement satisfaits du quotidien qu'ils ont aujourd'hui et ne peuvent pas imaginer que l'idée de reconquête amoureuse, avec tout ce qu'elle englobe, soit finalement quelque chose qui ait été une forme, je sais pas moi, de trahison, de manipulation, etc., etc. Tout simplement, pourquoi? Parce que les outils sont donnés, et puis c'est nous qui sommes les forgerons après sur le terrain. Mais cette idée du on utilise la tristesse comme outil, quelque part oui, parce que à mon sens on veut en faire une énergie positive, mais le truc c'est qu'on y gagne véritablement quelque chose dans ce voyage, dans cet apprentissage de ce qu'est le relationnel conflictuel, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, hein, comment gérer une rupture amoureuse, et on le voit hein, dans les réflexions, les réactions que vous pouvez avoir au moment de la rupture, et puis dans les réflexions que notre ex a et qui parfois sont complètement dénué de sens. Donc il y a énormément de choses à apprendre, ne serait-ce que là-dedans. La deuxième idée faut être honnête aussi, hein, parce que quand tu as attaqué quelqu'un, il faut aussi se regarder dans le miroir, c'est qu'il y a une grosse tendance à faire reposer la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas faire, donc je fais appel à quelqu'un, et intrinsèquement, l'idée c'est qui va le faire pour moi. Et là, il y a une erreur de vision, c'est ce que je vous disais juste avant. Non, moi je ne fais rien pour vous, moi je vous aide à ce que vous puissiez faire vous-même, ce qui est une énorme différence. Hein. Et on le sait, hein, on le connaît dans le... alors je prends très souvent des images sportives, et un club en particulier, mais on voit souvent que si l'équipe foire, c'est le coach qu'on vire. Mais quand tu regardes ta télé et que tu regardes ton match de foot et que le mec il est tout seul devant le gardien 2 fois hier soir, et qui tire à côté et qui met une pichenette où il n'y a pas d'énergie, où il y a... c'est pas le coach qui est mauvais, c'est le joueur qui a les pieds carrés, quoi, je veux dire, à un moment. Et là, l'idée, c'est un petit peu ça. Alors, c'est pas un reproche vis-à-vis de gens qui feraient des erreurs, etc., etc. Il y a juste cette nécessité de se responsabiliser soi vis-à-vis du choix dont je parlais tout à l'heure et de se dire que quand on entre dans le processus de la reconquête amoureuse, c'est pas quelqu'un qui va faire le boulot pour moi, c'est quelqu'un qui va me donner des armes, des outils, une énergie particulière, des éléments de réflexion, et derrière c'est moi qui vais faire ma tambouille et c'est moi qui vais aller sur le terrain, et ça répond à la notion de risque, c'est moi qui vais aller prendre les risques effectivement et qui vais adapter un petit peu tout ça à ma situation si vous voulez. Et puis la troisième chose que je voulais mettre en relief dans cette dernière partie, c'est que sur cette notion d'espoir, je sais pas si c'est une question, c'est plus une question rhétorique, mais est-ce qu'on a déjà réalisé quelque chose, un projet, un objectif, une victoire, que sais-je, sans avoir l'espoir que cette dernière se réalise? Je veux dire, techniquement, est-ce que c'est pas le cœur de la motivation humaine dans tous nos projets? C'est l'espoir, et on reprend les exemples qu'on prenait tout à l'heure. Le diplôme, quand on fait nos études, il n'y a aucune assurance de résultat. On sait que si on révise, si on est assidu au cours, si on est motivé, si on le veut vraiment, si on est présent malgré les tempêtes, si on continue dans notre linéarité de sérieux, etc., on a énormément, mais alors vraiment beaucoup plus de chances de réussir l'examen que quelqu'un qui est juste là pour aller aux soirées étudiantes. Hein. On est bien d'accord. Cela dit, on a vu des élèves brillants se planter pendant les examens pour x, y raison. Hein. Finalement, le seul truc qu'ils n'ont pas révisé, c'est celui qui est tombé. Finalement, ils avaient un stress incroyable et ils performent plus à l'entraînement que pendant les matchs ou pendant les révisions que pendant les examens si vous préférez. C'est des choses qui arrivent et qui sont présentes, hein. Chacun ses particularités, ses forces, ses faiblesses bien évidemment, mais il y a quand même cette idée que si on veut mettre toutes les chances de son côté, de base on se base sur l'espoir, hein. Quelqu'un qui rentre pas sur le terrain, il peut pas remporter la victoire, ça paraît quand même relativement normal. Et est-ce que c'est si malsain? C'est à nous de le juger, hein. Est-ce que je veux prendre ce risque? Bien, et encore une fois, oui, le risque existe, oui, le danger existe, et en plus, et il faut être honnête, et j'essaye de l'être le plus
comment dire, j'allais dire le plus honnêtement possible, bon, bref, de manière la plus transparente, c'est que la rupture amoureuse en elle-même est un principe extrêmement grave qui mène à des drames. Donc on sait que c'est une énergie qui touche l'être humain de façon extrêmement puissante. Donc dans ce cadre-là, et avec un sujet aussi fort, bien évidemment qu'il y a un danger. Mais la nécessité de diagnostic personnel est présente. Et ce que je me dis bêtement, parce que aussi c'est comme ça que personnellement je fonctionne au quotidien, c'est que plus l'adversité est grande, plus je vais en chier, plus je sais que pendant le cheminement, je vais ressentir des choses que je ne vais pas ressentir si je fais quelque chose de facile. Et pour terminer sur une analogie, c'est typiquement l'analogie sportive par excellence. On peut, être maître de son championnat domestique et éclater toutes les équipes qui sont là ou tous les mecs de ton quartier parce que finalement ils sont pas très bons. Et la question c'est, est-ce que tu veux rester maître de ton quartier et juste avoir cette couronne et point barre, ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu veux te dire, tiens, je vais aller jouer du coup contre les autres mecs qui sont eux aussi de ce niveau-là, et on va voir ce qui se passe. Et parfois, ouais, on se prend des branlées, et je pense que ça nous donne un petit peu d'humilité également, mais l'idée, c'est véritablement ça. On voit les choses comme on a envie de les voir, mais je pense pas que l'espoir soit quelque chose de malsain pour l'être humain. Au contraire, c'est un formidable motivateur, un détonateur même pour se lancer dans des projets. Effectivement, on préfère, on va pas se mentir, que l'objectif soit réalisé, mais même non réalisé, on apprend de nos expériences, on apprend énormément même, j'ai envie de dire, et dans le processus qu'est la reconquête amoureuse, on apprend sur nous, on apprend sur les relations, on apprend sur sa définition de couple, on apprend sur la communication, on apprend sur les principes du mouvement, on apprend... Enfin, je pense véritablement qu'il y a une richesse là-dedans. Mais pour répondre à la question, oui, bien sûr, le danger existe comme dans tout choix, comme dans tout projet, comme dans toute volonté de réaliser quelque chose. Voilà pour le débat du jour. Je vous avais dit qu'il serait long. Donc, j'ai tenu ma promesse. Voilà, je vous abandonne là, comme d'habitude. Vous savez que vous avez les commentaires, que le like sur la vidéo fait toujours énormément de bien, que vous pouvez vous abonner et choisir de rejoindre la chaîne pour devenir un membre VIP et bénéficier des vidéos que je filme quotidiennement. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. Alors j'ai du mal avec les dates, mais je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Si, normalement, semaine prochaine, c'est bon. C'est la semaine d'après où on est dans les congés de Noël. Évidemment, il n'y aura pas de vidéo à ce moment-là, mais je penserai fort à vous. Allez, ce coup-là, je vous abandonne et on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous.